Le Service canadien de la faune présente l'aîné victime d'abus. L'aîné victime d'abus niche souvent dans un endroit qui lui est imposé et qu'il n'a pas choisi. Son principal prédateur est souvent un membre de sa propre famille. Il se nourrit exclusivement de ce qu'on lui donne, car il n'a pas le loisir de demander ce qu'il veut. On reconnaît l'aîné victime d'abus à sa position de vulnérabilité et de dépendance, à son comportement méfiant et effrayé. L'aîné victime d'abus n'ose pas dénoncer. Il garde le silence car il a peur des représailles. L'aîné victime d'abus n'est malheureusement pas en voie d'extinction. Si vous croyez l'avoir aperçu près de chez vous, n'attendez pas. Téléphonez dès maintenant au CLSC de plus près. Ne pas honorer la vieillesse, c'est démolir la maison où l'on doit se coucher le soir. Plus du tiers des présumées victimes de maltraitance sont des personnes âgées de 80 à 89 ans. La personne qui maltraite, dans près de 50% des cas, est un enfant de la victime. La partie de la discussion qu'on pourrait avoir va référer probablement à des expériences que vous avez été témoin ou que vous avez entendu parler. C'est toute la question de l'abus au niveau des personnes aînées, soit par la famille, soit par des gens de l'extérieur, et le genre de non-conscience des institutions qui sont autour de nous face à ça. Le genre de non-conscience, c'est un grand mot, mais est-ce qu'on est équipé dans nos collectivités pour détecter? Je pense par exemple à la Caisse populaire ou à la banque. Est-ce qu'on est suffisamment bien équipé pour détecter des cas d'abus? Tu sais, des comptes de banque qui vident trop vite. Bon. Moi, j'aimerais ça vous entendre là-dessus, puis j'aimerais ça qu'on puisse voir dans quelle mesure on ne pourrait pas trouver des moyens qui pourraient, à un moment donné, éventuellement, atténuer. Parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup. On sait qu'il y a des colloques qui s'organisent sur ces thèmes-là. On sait qu'il y a des films, Madeleine, bon, etc., qui illustrent ça. La Sûreté du Québec est très, très préoccupée par ce problème-là parce qu'ils ont des enquêtes à faire, ils ont des dénonciations. Voilà mon introduction. À vous la parole. C'est-tu important ce sujet-là? C'est certain que si on est au courant de quelque chose, la première chose à faire, c'est de dénoncer. Puis, comme vous le disiez, on commence par la sûreté, puis on verra par la suite. Puis justement, dans le journal Le Soleil du 2 octobre, on en parlait, Mme Mylène Moisan parlait dans sa chronique justement de plusieurs exemples de cas-là. Puis ce qui ressort de ça, c'est qu'au niveau des policiers, puis il y a pas beaucoup, la loi n'a pas beaucoup de mordants, même s'ils sont au courant. Parce que souvent, la personne qui porte plainte, souvent, elle enlève sa plainte. Puis il y a toujours des liens affectifs, ce qui fait qu'un parent va aller porter plainte contre son enfant. C'est dur, ça. C'est difficile, ça. Fait que, quand c'est un étranger, c'est moins pire, mais n'empêche que c'est toujours par des liens affectifs que ça s'est créé. Puis, je sais pas, moi, je n'ai pas été en contact trop jeune, mais on entend parler, puis c'est ça, comme vous le dites, je pense que c'est un problème qui est un peu un iceberg. Ben, il est latent, il est là le problème, mais par quel bout tu le pognes? C'est ça. Moi, je sais bien qu'il y a des aînés, là, des personnes qui vont se faire, disons-le le terme, vont se faire voler par des proches, mais pour pas briser le lien d'affectif, parce que là, vous avez raison. Tu sais, si je dénonce mon fils, il ne viendra plus me voir, puis je vais rester tout seul. Ça se peut-tu, ça? Moi, j'ai, à l'intérieur de mon travail puis de mon bénévolat, parce que
Je m'occupe aussi des endeuillés. Ça fait 20 ans que je m'occupe des endeuillés dans Portneuf. Fait que je fais des suivis individuels aussi. Puis je vais surtout chez des personnes âgées, parce que les autres se déplacer le soir pour venir à des groupes de partage, des conférences, c'est plus difficile. Fait que je me mets disponible et je les visite à domicile. C'est en majorité des personnes âgées. Et Dieu merci, j'ai jamais eu j'ai jamais réalisé cette réalité-là. J'ai jamais vu ça. Je sais pas si c'est parce que je l'ai pas vu, mais non. J'ai jamais côtoyé ça, j'ai jamais eu connaissance de ça. Puis j'en ai rencontré beaucoup. Oui, Mme Gauvin. Nous autres, peut-être qu'on n'en connaît pas dans notre environnement, mais on en entend quand même souvent parler. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à ça, là, mais... Donc, ce que j'entends là, par rapport à votre environnement immédiat, c'est pas des. Il n'y a pas d'expérience concrète là, proche. Sauf qu'on sait que ça existe. Et dans quelle mesure, puis c'est là où je pense que les organismes qui se préoccupent de ces problématiques-là, c'est pour ça que ces organismes-là visent surtout la sensibilisation, l'information, peut-être des moyens pour, à un moment donné, arriver à contrer cette maltraitance-là, en donnant des outils. Comment dénoncer, par exemple. Mais par rapport à cet item-là, donc, on ne peut pas confirmer que c'est un problème concret qui nous touche directement à tous les jours, mais on sait qu'il est là. Si on veut être efficace, dans ce que j'entends, là, c'est encore là, arriver à créer des réseaux, briser l'isolement, favoriser l'échange, puis même si on arrive à constater des cas, ce que vous semblez dire par vos témoignages, c'est que c'est bien difficile de régler le problème et ça devient carrément un problème où les policiers ou les services de sécurité s'impliquent. Puis alors aussi, individuellement, avoir un œil ouvert. Tu sais, si on voit qu'on pense que cette personne-là peut être dangereuse dans sa famille pour avoir soit des menaces ou quelque chose, bien là, avoir un œil ouvert. Je pense que c'est le seul moyen actuellement qu'on a pour contrer ça. Dans le même thème, là, on parle de cas là, qui, entre guillemets, pourraient être considérés comme extrêmes, mais il y a aussi toute l'insécurité que les personnes aînées, on l'a abordé un petit peu tantôt. L'insécurité que les personnes aînées peuvent vivre en demeurant chez eux, un petit peu plus isolées. Si je vous parle du service père, ça vous dit de quoi? J'ai déjà entendu, on va expliquer. Oui, c'est de jumeler une personne avec une autre. Non. Non, c'est pas ça. Ah, pire. Il faut me dire ce que vous en pensez. Là. C'est un système De téléphone. où, le matin, quand vous vous levez, là, vous signalez un numéro de téléphone pour donner signe de vie. Bon, là, ce que je constate, là, c'est que ce système-là, bon, on va dire, il est peut-être pas humain, parce que c'est pas une voix, c'est pas une personne qui appelle, mais c'est un système téléphonique qui peut, à un moment donné, allumer là, des autorités qui vont, s'ils n'ont pas de réponse, qui vont aller voir. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, nous, on avait une vieille tante de 90 ans qui avait ce système-là. Puis moi, je trouvais ça bien, là. Puis elle l'a utilisé à quelques reprises. Oui, c'est encore quelque chose, il faut que tu paies. Là, tu reviens encore, là, bon, ben... Avec les moyens. Mais le système père, il faut payer pour ça, il n'est pas... Oui, il Ouais. faut payer. Fait que ça reviendrait à dire, dans le fond, quand tout à l'heure je parlais là, de créer des réseaux, là, peut-être que des réseaux d'appels, je sais qu'à certains endroits, les pompiers font ça. Le matin, quand ils arrivent dans la caserne, là, ils ont des numéros de téléphone, puis ils appellent. Comment ça va? Puis bon. Ben, c'est bien. Bon. Mais ça, c'est dans les grosses villes où il y a Oui. des pompiers permanents. C'est ça. C'est tous des pompiers bénévoles, donc il n'y a personne qui est rémunéré, je veux dire. C'est ça qui Mais peut-être que ce serait une idée
d'impliquer les FADOC, puis d'impliquer, je ne sais pas moi, des chevaliers de colon, ou pour arriver à créer ces réseaux de communication-là. Bonjour, je suis policier à la Sûreté du Québec dans la MRC de Portneuf. Depuis mai 2015, je suis assigné aux relations communautaires. La direction du poste de Pont-Rouge s'est donnée comme défi de promouvoir la sécurité envers les aînés sur tout son territoire, ainsi créer un lien de confiance et augmenter le sentiment de sécurité. Que vous soyez bénéficiaire d'un centre d'hébergement, propriétaire d'une maison, locataire d'une résidence privée ou relié à un organisme communautaire, mon but est de vous transmettre de l'information sur des sujets qui peuvent affecter votre vie de tous les jours. Pour y parvenir, je rencontre des groupes et j'aborde des thèmes comme, exemple, la maltraitance ou la fraude envers les aînés. D'autres sujets peuvent être abordés. Quand on parle, par exemple, des abus psychologiques, les abus physiques ou sexuels, on parle aussi de négligence financière et matérielle, et même violation des droits et de l'agisme. Également, il y a des fraudes sur Internet ou par méthode de paiement. Aussi, il y a la fraude en matière de placement et de vol d'identité. Si vous êtes en période de questionnement ou que vous soupçonnez d'être victime de mauvais traitements, n'hésitez surtout pas à appeler au 1-888-489-2287. L'intervenant vous répondra entre 8h et 20h. Ainsi, vous pourrez échanger avec un intervenant et trouver une piste de solution reliée à vos inquiétudes. Car il y a toujours une solution, et je redis, il y a toujours une solution au problème. Il s'agit de faire la démarche, et la démarche, comme je vais vous le dire, est très simple et c'est très facile. Aussi, il est possible de laisser un message si vous avez personne qui vous répond et un préposé vous rappellera. Moi, comme tous les autres intervenants, savons que les abus et la maltraitance envers les aînés sont très peu populaires et trop souvent on fait le choix de se taire par peur de perdre ses proches ou même de perdre ses amis ou de subir les représailles de la personne qui nous maltraite. Car, sachez-le, personne d'entre vous ne mérite ça. Mais il ne faut pas hésiter à dénoncer parce qu'il en résulte de votre qualité de vie. Il est important de savoir que si vous croyez être témoin ou victime de criminels, de communiquer au 310 41 41 et de dénoncer, parce que nous sommes disponibles 24 sur 24 et je vous le dis, vos yeux sont nos yeux. Toute information reçue demeure confidentielle et chaque cas est traité individuellement. Merci de votre confiance. La CEF, il se spécialise surtout dans les domaines du budget, du crédit, l'endettement, les solutions à l'endettement, puis en général la protection à la consommation. On fait beaucoup affaire avec l'Office de la protection du consommateur pour s'informer. On agit en collaboration avec eux pour soit nous soulever des cas qu'on trouve, des situations dans lesquelles les personnes sont lésées dans leur rapport avec un commerçant, par exemple, ou à l'inverse, on prend aussi de l'information de l'Office de la protection du consommateur pour informer la population des différentes législations qui se développent ou différents dossiers en cours de procédure judiciaire, par exemple. Par exemple, mettons les pratiques frauduleuses d'un commerçant automobile qui a fraudé plusieurs personnes. Tout ça. Fait qu'on avise la population de ce genre de pratiques-là de l'Office. Une autre réalité au niveau des aînés, c'est celui de la sécurité, de la maltraitance, des abus. On en entend parler, mais on pense toujours que c'est chez le troisième voisin, puis on n'est peut-être pas tout à fait concerné. Ce sujet qui est récurrent va nous amener à peut-être
réfléchir sur qu'est-ce qui existe dans Port-Neuf là, pour... Je sais que les corps policiers, les différents organismes sont sensibles, mais il se passe quoi là, pour détecter des problèmes d'abus, des problèmes de maltraitance? Est-ce qu'il y a des façons particulières, soit comme responsable d'organisme ou au niveau, par exemple, du réseau bancaire ou du réseau des caisses populaires? Est-ce qu'il existe des choses qui facilitent l'identification là, de ces problématiques-là? Je peux peut-être en tout cas commencer avec à plus grande échelle ce que le ministère prépare et qu'est-ce qu'il dit à tous les partenaires justement impliqués dans la prévention de la maltraitance. Les autres ils appellent ça un continuum de services. Un continuum de services, c'est comme un peu tout ce qu'on voudrait pour les aînés, c'est un filet de protection. Puis chacun des organismes qui sont assis ici, les institutions financières, nommez-les, les municipalités, font partie, sont tous des maillons, idéalement, d'un beau filet de protection qu'on serait capable de faire pour les aînés. C'est l'objectif de... C'est l'orientation qui est prise. Oui. Alors, tout le monde a des responsabilités, si on veut. Puis les 3 volets importants, si on peut dire, pour bien faire notre travail, chacun des partenaires, c'est qu'on soit capable de la prévenir, la maltraitance. Un coup que ça, on va avoir fait certaines activités, si ça l'advient, la maltraitance, il faut être capable de la repérer. Ça peut être un citoyen, ça peut être justement le deuxième voisin qui va repérer la maltraitance, ça peut être un intervenant. Puis après ça, il faut être capable d'intervenir. Puis il y a toute l'action communautaire là, qui se fait, là, qui englobe un peu tout ça. Là. Mais dans Port-Neuf, est-ce qu'il existe des portes d'entrée particulières pour ce type de problème-là? Bien, en fait, on sait qu'au niveau de la maltraitance envers les aînés, c'est tolérance zéro. On est en train, en fait, on travaille, on a une table de concertation des organismes pour contrer la maltraitance dans Port-Neuf. Puis les partenaires sont là, je dirais que pas mal tout le monde qui est autour de la table font partie de cette table-là. La sûreté est là, il y a des gens de la caisse qui sont représentés, les organismes communautaires sont là, les travailleurs de milieu aussi sont là. On est en train de voir à faire des trajectoires aussi. En fait, que si un organisme communautaire ait une situation de maltraitance, qu'il sache où aller pour éventuellement qu'on puisse en faire de la prévention. Puis je dirais même aux gens de la population, si vous êtes témoin d'une situation de maltraitance envers d'un aîné, c'est de le dire. Et de le dire aux gens que vous connaissez autour de vous, que ce soit à la police, à la caisse, aux organismes, dites-le. Ces organismes-là on va en discuter ensemble, on va arriver à une solution pour pouvoir intervenir dans ces situations-là. Et il y a aussi les intervenants du CLSC qui sont qui... La porte d'entrée principale va encore une fois là, être par l'accueil social du CLSC. Puis on travaille, comme moi par exemple, là, il y a quelques semaines, j'ai fait un atelier aux employés des caisses des jardins de Port-Neuf, une 60aine d'employés pour les outiller. Justement, je parlais de repérage. Oui, ils repèrent des indices, eux autres, mais c'est d'être capable d'aller un petit peu plus loin. Puis de pas rester, des fois on va voir une situation, puis là, c'est comme une patate chaude un peu. Il faut trouver des moyens qu'elle soit moins chaude un peu pour qu'on soit capable de faire des interventions. Puis moi, avec les caisses, par exemple, ils vont rentrer eux autres aussi par les accueils sociaux, mais il y a quand même des moyens privilégiés pour une cadre de la caisse qui dit c'est une situation particulière. J'ai appelé à l'accueil, je suis pas sûr que ça me préoccupe plus. Ils peuvent me contacter, par exemple, dans des situations plus embêtantes. Même chose avec d'autres organismes qui peuvent m'appeler, eux, directement. On a des ententes là, pour des situations qui sont plus embêtantes parce que souvent, c'est pas nécessairement c'est évident. On a des indices, mais pas nécessairement toujours beaucoup d'indicateurs qu'il y a vraiment une situation de maltraitance. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est quand dans les organismes qu'on fait du transport accompagnement, nos bénévoles, pendant leur transport, ont du temps aussi à partager avec ces gens-là. Donc, comme la dernière réunion que j'ai faite avec mes bénévoles, on a invité
les travailleurs de milieu de rue des aînés à se présenter à tous mes bénévoles, donc dans les voitures. Maintenant, ils ont leur publicité aussi, puis nos bénévoles peuvent aussi référer ces gens-là vers les CLSC. Parce qu'ils peuvent être témoins de différentes situations, d'entendre différents cris aussi. J'aurais le goût de vous demander, là, on fait intervenir la police quand dans ce processus-là? Il y a tout le volet, au niveau, il y a différentes catégories là, de maltraitance et d'abus. Nous, en tant que policiers, on va tenir compte de ce qui est inscrit dans la loi. Fait qu'on va parler des actes criminels, des différentes infractions qui peuvent être faites. C'est vraiment important que les aînés sachent qu'est-ce qui est permis puis qu'est-ce qui n'est pas permis. Si je me fais bousculer, si je vis une agression physique, etc., ce qu'on parle en table de concertation en appelant la maltraitance, dans le jargon légal, bien, il y a des articles qui sont inscrits dans la loi puis qui font que les policiers peuvent intervenir pour faire cesser une situation. Les aînés peuvent nous appeler puis vérifier s'ils vivent une situation de maltraitance. Nous aussi, là, on est un service, puis les gens peuvent nous appeler, il n'y a pas de problème. On va aller les rencontrer, on va aller voir avec eux autres ce qu'ils vivent comme situation, s'il y a des choses qui sont illégales, s'il y a des infractions qui sont en train de vivre ces personnes-là. Puis on va toujours les référer au CLSC pour le support social, puis tout ça, puis mettre en place des mesures qui vont faire que la maltraitance va arrêter, c'est certain. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que les aînés aient pas peur d'appeler la police pour parler de leur situation lorsqu'ils vivent une situation de violence, une situation d'abus financier, même si c'est de l'abus psychologique et tout ça, on va prendre en considération ce qu'ils vivent. Nous autres, on sait ce que ça prend pour reconnaître une infraction puis tout ça. Puis il ne faut pas qu'un aîné se limite en disant « j'appellerai pas la police là-dedans parce que la personne qui me fait vivre ça, je la connais, elle est près de moi, je veux pas qu'elle se fasse arrêter ». C'est pas automatiquement qu'on va faire une arrestation quand quelqu'un nous appelle puis que quelqu'un va finir par avoir un casier judiciaire suite aux différentes interventions légales qui vont se faire. Nous autres, on est là pour faire arrêter des situations. Je suis intervenue auprès de personnes qui m'ont appelé pour me dire « je vis ça, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est normal? » Puis j'ai dit « non, vous avez le droit de porter plainte. Puis on va vous expliquer comment porter plainte. Vous allez être en mesure d'évaluer si vous avez le goût de faire cette démarche-là ou pas. Puis il y a des services qui existent, qui sont en soutien aux gens pour les aider à tout le long cheminer dans le processus judiciaire lorsqu'on décide de faire le processus judiciaire. Mais nous aussi, on a des mesures qu'on peut prendre, autres que l'arrestation, pour rencontrer la personne qui serait l'agresseur ou le maltraitant dans ce dossier-là, puis mettre en place des mesures aussi. Là, on a des actions qu'on peut prendre autres que d'amener un dossier à la cour. Fait qu'il ne faut pas que les aînés soient inquiets et disent « j'appellerai pas la police parce que je veux pas que mon petit-fils, ma petite-fille se fasse arrêter » ou des choses comme ça, ou que quelqu'un que je connais et tout ça, puis que je veux pas que mon problème soit connu et qu'il soit nommé et qu'on en parle partout dans les médias. Notre but, c'est pas ça. Notre but, c'est de faire cesser une situation, une infraction criminelle qu'on reconnaît. Puis c'est pour ça, de plus en plus, qu'on travaille en concertation. Alors, si, comme policier, je suis le premier appelé, je vais rencontrer la personne, bien, après ça, je vais demander l'autorisation à la personne, puis je vais prendre le temps de lui expliquer tous les autres intervenants qui peuvent l'aider, qui vont faire que si dans ce cas-là, on peut éviter une judiciarisation de la personne, bien, on va mettre en place tout un processus avec les autres intervenants qui sont ici autour de la table, puis d'autres encore là, qui ne sont pas présents aujourd'hui. Fait qu'il ne faut pas que les aînés hésitent à nous appeler. Une autre chose qu'on fait comme politique, quand on disait tantôt, là, c'était important de prévenir, repérer, puis tout ça, bien, on a un programme de prévention qui s'appelle Aînés avisés, qui a été bâti avec la FADOC, en collaboration avec la FADOC, puis qu'on présente. Alors, s'il y a des groupes d'aînés qui veulent avoir cette présentation-là, bien, c'est possible de présenter les différentes capsules. Il y a différents sujets sur les abus financiers, la maltraitance physique, psychologique et tous les fraudes aussi, là, quand une personne vit une fraude parce que un commerçant ou quelque chose comme, tu sais, il y a différentes situations là où un aîné aurait pu être une victime de fraude. Fait que c'est tous des sujets, puis on va se déplacer, puis on va leur expliquer, puis on va leur dire tout le volet légal qui est derrière ça. Je tiens à ajouter aussi qu'on intervient aussi auprès des situations d'intimidation
entre résidents ou entre personnes aînées là, qu'on peut voir. Fait que ça, c'est des choses aussi qu'on va s'impliquer. On fait beaucoup de prévention. Notre gros, c'est de la prévention qu'on fait en collaboration là, avec tous les organismes. Donc, il y a des chicanes entraînées. Oui, ça l'arrive. De l'intimidation, il y en a à tout âge. D'autres choses à ajouter? Je pensais tantôt, vous parliez un peu de l'entretien à l'intérieur et à l'extérieur aussi. Ce qui est important pour les gens, c'est de faire attention, par exemple, à la vente itinérante. Il est arrivé, il arrive fréquemment des situations où les gens sont à risque d'être abusés là, par la vente itinérante quand ils ne sont pas nécessairement en moyen de bien négocier avec la personne. Puis il y a différentes ressources, mais encore là, parfois, si les gens ne savent pas c'est-tu un cas pour les policiers, c'est-tu un cas pour l'Office de la protection du consommateur, appelez au CLSC, on va regarder ça avec vous autres. Puis on le fait régulièrement. Encore il y a quelques semaines, quelqu'un qui s'était fait vendre 2 heures climatisées dans une petite maison qu'on a réussi à accompagner pour faire annuler le contrat, avec signé le contrat, tout, mais avec les interventions de la protection du consommateur de notre intervenante, on a réussi à faire annuler ça. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on prend conscience, là, par le sujet qu'on discute, que les différents intervenants ne travaillent pas en silo. Les différents intervenants travaillent en complémentarité, dépendant des portes d'entrée. Si la porte d'entrée, c'est la police, le problème va être partagé. Si la porte d'entrée, c'est le CLSC, il y aura la même chose aussi. Je pense que pour les aînés qui sont censés, ou disons, pensent subir ce genre de problème-là, je pense qu'il n'y a pas à hésiter.